bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui pour notre troisième rencontre de la longévité et la première de cette année 2023. Et d'ores et déjà, on peut vous annoncer que c'est la première d'une longue série qui va s'étaler sur toute l'année. Donc, permettez-moi tout d'abord de vous adresser à chacun et à chacune mes meilleurs vœux, alors de santé, mais aussi de réussite et de longévité, évidemment. Alors, nous avons choisi dans le programme que nous avons arrêté pour l'année 2023 de placer cette troisième rencontre sous le signe du numérique en santé. Pourquoi ? Parce que finalement, avec mon espace santé, avec le carnet de santé numérique lancé en janvier 2022, il y a 98% de la population couverte. Donc, c'est une question qui va interroger tout à chacun. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait traiter ce sujet le plus rapidement possible. Alors, ce soir, nous allons faire qu'effleurer ce sujet, parce que c'est pas en 1h30, 2 heures que on aura épuisé toutes les questions, je pense. Et nous avons effectivement choisi une formule pour cette soirée un peu différente des précédentes, puisque nous avons souhaité avoir le docteur Jacques Lucas pour ses compétences en matière d'agence nationale du numérique en santé, et Éric Chenu, donc le président de la Mutualité française. Alors, j'ai envie de dire président de la Mutualité française qui représente aussi un nombre important d'adhérents. Je crois avoir entendu le chiffre de 39 millions. Et au sein de cette mutualité française, elle est actrice forte sur la protection sociale et la santé. Et donc, elle est le porte-voix puissant du débat public. Et pour avoir relu, parce que finalement de préparer ces réunions, ça m'oblige à relire quelques trucs, pour avoir relu, disons, les textes de votre congrès, Monsieur le Président, en septembre dernier, j'ai vu que les questions du numérique ont traversé l'ensemble des travaux. Donc, vous pourrez nous apporter des éléments fondamentaux sur la prise en compte du numérique en santé dans le soin, mais peut-être aussi nous parler des relations au numérique dans la santé, de la fracture numérique souvent évoquée, des questions d'éthique, de l'impact du numérique dans la protection sociale. Donc, pour ma part, c'est que quelques pistes, mais je laisse la parole au professeur Aquino pour présenter donc le docteur Jacques Lucas et ensuite, sans perdre de temps, nous passerons aux présentations respectives et ensuite, évidemment, vous aurez la parole pour toutes les questions que vous pourrez leur poser et qu'ils prendront le temps de vous répondre de façon la plus complète, je pense, vu la qualité de nos intervenants. À vos questions. Voilà, docteur Aquino, je vous laisse la parole. Merci, Madame Vignaud, de ces mots d'accueil. C'est toujours avec plaisir que ILC France et le CESE collaborent à ces réunions. Nous sommes à la 3e manifestation et nous nous réjouissons du programme qui s'annonce pour l'année 2023. Quelques mots introductifs. Nous sommes effectivement dans le numérique en santé, dans la modernité, avec toute sa complexité, ses difficultés,
mais aussi ses réalisations qui sont de plus en plus conséquentes et intéressantes. Et nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jacques Lucas, qui est médecin et qui, pendant de nombreuses années, a été le premier vice-président du Conseil national de l'Ordre des médecins, avec une mission spécifique de délégation au numérique en santé. Lorsqu'il a quitté le Conseil national de l'Ordre des médecins, tout naturellement, le ministère l'a nommé président de l'Agence du numérique en santé pour qu'il poursuive ses travaux et fasse bénéficier le plus grand nombre de son expérience. Donc merci Jacques de ta présence parmi nous et nous allons te laisser la parole en premier afin que tu nous présentes les grands travaux actuellement par la feuille de route du numérique en santé et en particulier Mon espace santé dont Madame Vigneault venait de parler. Eh bien, merci beaucoup de votre accueil. Je vais compléter un petit peu ma définition parce que ça fait 20 ans, j'ai siégé 20 ans au Conseil national de l'Ordre avec une délégation générale au numérique. J'ai donc connu beaucoup de ministres de la Santé, le premier DMP qui avait été lancé par Philippe Douste-Blazy sous la présidence de Jacques Chirac et à l'époque, il avait été dit, Jacques Chirac avait dit à Philippe Douste-Blazy, il ne faut surtout pas, vous allez rencontrer des résistances, il ne faut pas céder, ce à quoi Philippe Douste-Blazy avait répondu, dans 2 ans, tous les Français auront un dossier médical personnel. C'était en 2004, oui, c'était en 2004. Ça a été un échec. Et puis ensuite, il y a eu des relances qui ont été effectuées assez régulièrement, et cela a toujours été un échec, mais un échec un peu moins marqué. Et que finalement, petit à petit, l'idée a continué de faire son chemin. Les exemples des pays européens, d'ailleurs, y contribuant aussi. Je prends l'exemple des Belges, par exemple, où il y a dans le canton de Bruxelles, canton, je sais pas, oui, je vais être ça, où il y a une très grande majorité de citoyens qui ont un dossier médical personnel et partagé. Le nom a changé, le P a changé pour des aspects juridiques, puisque au départ, ça s'appelait un dossier médical partagé. Puis la CNIL a considéré qu'on ne pouvait pas partager des informations médicales sans le consentement de la personne et qu'il fallait donc l'appeler le dossier médical personnel. En outre, l'assurance maladie avait pris les choses en main et avait considéré que si le citoyen n'avait pas, le bénéficiaire de l'assurance maladie n'avait pas un dossier médical personnel, et n'utilisait pas un dossier médical personnel, il serait sanctionné en quelque sorte, je mets le mot entre guillemets quand même, par un remboursement moindre de ses frais. Cela a bien évidemment soulevé un tollé dans la population puisque c'était considéré comme une atteinte à la liberté de chacun. Le Comité consultatif national d'éthique à l'époque avait d'ailleurs plutôt avait émis un avis un peu mi-figue, mi-raisin en disant qu'il y avait certes un principe de liberté, mais il y avait également un principe de solidarité et qu'on pouvait comprendre que, c'est l'avis du Comité consultatif national d'éthique, que la société considère que quelqu'un qui voulait vivre en marge, finalement, eh bien, n'avait pas à bénéficier du même taux de remboursement de ses médicaments. Cette situation a été à l'origine, finalement, d'une sorte de défiance, d'une sorte de flicage, comme vous l'avez dit, cher Président, tout à l'heure, des citoyens, d'autant qu'à l'époque, il y avait une situation extrêmement sensible qui était l'émergence du sida. Et qu'un certain nombre de personnes séropositives, en tout cas sans nécessairement avoir le sida, mais séropositives, ne voulaient pas que cette information soit contenue dans leur dossier médical personnel, ce qui a entraîné l'idée que le citoyen, que le patient pouvait masquer lui-même des informations contenues dans son dossier afin de ne pas s'exposer à une éventuelle discrimination liée à un statut sanitaire. Rappelez-vous, à l'époque, il y avait d'ailleurs une discrimination qui était faite sur ce sujet-là, comme elle a pu être faite d'ailleurs autrefois en matière de tuberculose.
Donc, le DMP n'a pas été un franc succès, et la Cour des comptes elle-même, d'ailleurs, avait émis des avis financiers extrêmement sévères, puisque cette chose-là avait quand même servi à dépenser 500 millions d'euros. Il n'y avait pas eu que le DMP, d'ailleurs, tous les sujets numériques. Néanmoins, l'idée a continué de faire son chemin jusqu'à une époque récente, là, puisque maintenant je vais vous parler de la feuille de route 2019-2022. Dominique Pon, qui était directeur d'une très grosse clinique à Toulouse, assisté, si je puis dire, de Laura Letourneau, qui avait un statut de haut fonctionnaire, ont porté le sujet de fond en comble, en le remaniant finalement de fond en comble et en créant Mon Espace Santé. Alors, qu'est-ce que c'est que Mon Espace Santé ? Dans la loi, d'ailleurs, ça s'appelle l'espace numérique en santé de chaque citoyen. Mais c'est Mon Espace Santé, comme on voit ces appropriations. Enfin, l'idée était de l'appropriation, puisque c'est bien le patient qui est le maître des données qui sont contenues dans son espace santé. Et dans Mon Espace Santé, il y a le DMP, le dossier médical partagé, qui collecte l'ensemble des informations, des comptes rendus, des résultats de radiologie, des examens biologiques, enfin l'ensemble des documents de santé concernant un patient qui sont versés dans son DMP de façon automatique. Je vais y revenir. Dans Mon Espace Santé, il y a également une messagerie sécurisée en santé, parce qu'il est préférable quand même de communiquer entre un médecin et un patient par une messagerie sécurisée plutôt que par Gmail, qui a quand même envahi la plupart de nos messageries privées. Il y a également des applications référencées, enfin l'État a vérifié par l'intermédiaire de l'Agence du numérique en santé, a vérifié que ces applications étaient conformes aux standards, c'est-à-dire en matière de sécurité, d'interopérabilité, de façon à ce que les données qui sont contenues dans une application puissent migrer dans une autre application à la demande du citoyen. Il y a actuellement une quinzaine d'applications qui sont référencées, mais je ne doute pas que cela va augmenter progressivement au fil du temps. Donc voilà pour l'essentiel de Mon Espace Santé. Lorsque Dominique Pon et Laura Letourneau ont pris le sujet en main, si je puis m'exprimer ainsi, à la demande bien sûr du ministère, sous l'autorité ministérielle, l'idée que, à titre personnel d'ailleurs, j'avais défendue longtemps dans des groupes de travail qui étaient constitués au ministère, c'est que le patient n'avait pas à créer son DMP, puisque c'était déjà une procédure extrêmement complexe finalement que de créer un DMP, de donner son consentement, d'aller le créer lui-même, parce qu'on considérait que si un patient, un citoyen avait créé le DMP, c'est qu'il consentait à en avoir un, mais ça pouvait aussi être créé par des médecins, par les pharmaciens, et pour les médecins, au passage, créer un DMP, ça prenait au moins 3 minutes. Alors vous allez dire, 3 minutes, c'est pas beaucoup. Non, mais si c'est 30 patients par jour, puisque c'est à peu près le chiffre moyen, ça fait 90 minutes de temps consacré à la création d'un DMP et donc pas consacré aux soins proprement dits. Donc l'idée a été de dire que le DMP allait, Mon Espace Santé, puisque le DMP c'est le cœur de Mon Espace Santé, allait être créé de façon automatique pour tous les bénéficiaires de l'assurance maladie, mais que ce bénéficiaire de l'assurance maladie allait en être... Il était créé comme une coquille vide, il n'y avait rien dedans, c'était simplement un dossier. Et que le citoyen serait informé et qu'il pourrait s'y opposer. Et que s'il ne s'opposait pas, c'est qu'il avait implicitement consenti et que donc des documents allaient pouvoir être versés dedans de façon automatique. Alors, où en sommes-nous actuellement dans la communication publique ? On entend dire que 65 millions, ou plus d'ailleurs, de nos compatriotes ont un dossier. Il n'y a effectivement que 2% des citoyens ou citoyennes qui s'y sont opposés activement. Mais entre s'opposer activement et traiter le sujet avec indifférence, je utilisais ce mot-là, sur le plan pratique, ça ne fait pas beaucoup de changements.
Parce que si vous ne vous êtes pas opposé formellement au DMP, mais que vous ne l'utilisez vous-même jamais, et je connais d'ailleurs quelqu'un qui a créé son DMP et qui ne l'avait jusqu'à présent jamais utilisé, si vous allez regarder dans votre DMP, un jour, par curiosité, vous allez toujours y trouver des documents, puisqu'ils auront été versés automatiquement, et vous allez éventuellement vous dire, quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais demandé ça. Vous ne l'avez jamais demandé parce que vous n'aviez pas eu une attitude active, mais néanmoins vous l'aviez admis puisque vous ne vous y étiez pas opposé. Rassurez-vous, si cela vous arrive, vous pouvez fermer, et si vous ne le voulez pas, vous pouvez fermer à tout moment votre DMP qui restera donc inaccessible à personne, mais vous pouvez vous raviser et le réactiver au bout d'un moment, tout ça étant bien sûr tracé de façon à ce que s'il y avait un problème médico-légal qui se posait, la preuve peut être apportée que le patient avait lui-même fermé son DMP ou avait masqué quelques informations, puisque tout ça est bien évidemment tracé. Alors, ça a été ça l'essentiel, finalement, parce que ça a l'air simple comme ça, exposé. Mais l'essentiel de la feuille de route a été celle-là, c'est-à-dire de créer la structure informatique de mon espace santé, de prévoir l'amélioration des logiciels des professionnels de santé, je dis les professionnels de santé parce qu'il n'y a pas que les médecins qui sont concernés, afin que ces logiciels puissent recevoir finalement les documents qui vont aller, les documents qui vont aller dans le DMP de façon automatique. De façon automatique avec éventuellement la possibilité d'un débrayage, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'il peut y avoir des informations, et notamment des informations qui nécessitent une consultation d'annonce. Je pense en particulier au cancer, mais on peut envisager également de considérer ça pour d'autres maladies, c'est-à-dire qu'un patient qui a fait une biopsie avec un examen anatomopathologique du prélèvement qu'on lui a fait, on lui découvre un cancer, on ne va pas mettre le compte-rendu dans son DMP puisqu'il pourra le voir lui-même avant qu'il y ait l'intervention médiatrice d'une personne, d'un professionnel de santé, d'un médecin qui le lui explique. Les aspects éthiques, sous cet angle-là, ne doivent bien évidemment pas être écartés, mais ils sont traduits dans le logiciel. Le professionnel de santé peut supprimer l'alimentation automatique s'il le souhaite pour un patient déterminé. Donc, cela a pris beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup d'informations publics qui ont été délivrés, un petit peu comme je le disais au président Chenu tout à l'heure, un petit peu comme des communiqués d'état-major en disant « ça y est, on est prêt à gagner la guerre, désormais il y a plein de DMP, ces dossiers sont alimentés, regardez, braves gens, c'est tout à fait merveilleux ». Le problème, c'est qu'on ne fait pas le bonheur des gens sans leur demander leur opinion. Et nous sommes donc actuellement au milieu du gué. C'est-à-dire que techniquement, il peut y avoir encore quelques bugs. Il ne faut pas dire que même sur le plan technologique, que tout est parfait. Mais enfin, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. On peut toujours affiner quelques petites choses, mais c'est prêt. Il faut maintenant passer à l'état. On est donc au milieu du gué, mais on peut y rester au milieu du gué. Et puis éventuellement, l'eau monte, et puis à ce moment-là, on est piégé au milieu du gué, on n'avance pas. Donc il faut maintenant passer à la communication publique. J'ai dit tout à l'heure que la Mutualité française avait bien sûr un rôle majeur à jouer compte tenu du nombre de ses adhérents et de faire une information venant d'un organe d'assurance complémentaire en l'occurrence, mais qui ont une image qui est très positive, enfin les personnes qui adhèrent à des assurances complémentaires sous le couvert d'ailleurs de la Mutualité française. Comme leur nom l'indique, une mutualité, c'est quand même lié à des problèmes de solidarité. Bon. Donc, il y a une communication à faire par les assurances complémentaires et les mutuelles. L'assurance maladie elle-même, qui a également une bonne cote dans la population, fait bien sûr des informations vis-à-vis des bénéficiaires de l'assurance maladie, comme on les appelle. Ceci étant, il y a actuellement une suspicion qui règne sur l'ensemble de la parole publique, d'ailleurs, on le voit bien avec des idées complotistes, bon, parce qu'il ne faut pas non plus présenter les situations uniquement sous l'angle des bénéfices qu'elles comportent
en matière de numérique, qui sont tout à fait indiscutables, mais également en raison des risques, puisqu'il peut y avoir des risques de violation des données. On voit bien que, et même d'autres choses, on voit bien que, c'est pas tous les jours, mais enfin presque, on entend que les services d'information des hôpitaux ont été hackés et sont complètement bloqués. C'est pas véritable, ce n'est pas du tout même une atteinte au secret qui couvre les données personnelles de santé, puisque les hackers, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'argent. Et par conséquent, le système est bloqué, et contre cela, on demande une rançon. Mais pendant ce temps-là, dans les établissements, je pense par exemple à l'Institut Curie qui est entièrement dématérialisé, enfin sur le plan des procédures, si le système d'information est bloqué, eh bien l'hôpital arrête de fonctionner arrête de fonctionner. Il faut reprendre des interrogatoires très précis de la part des patients, et donc c'est quelque chose qui tourne au ralenti. Ceci étant, je crois qu'à l'argument que l'on expose sur ce plan-là des dangers, il faut aussi se penser aux dangers qui existaient avant sous les formats papier. D'abord parce que les archives pouvaient brûler et que par conséquent on était finalement dans une situation à peu près identique, que les chariots qui traînaient dans les couloirs des hôpitaux ou des cliniques où il y avait les dossiers des patients n'étaient absolument pas surveillés et que le secret était un peu relatif, si je puis dire, alors que l'informatique peut améliorer ces situations. Alors, la première feuille de route, comme je vous le disais, 2019-2022, a consisté à construire des outils de base. Elle a d'ailleurs rectifié un peu les politiques publiques, notamment en matière d'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est que l'interopérabilité ? C'est que les systèmes d'information de tous les établissements, enfin de toutes les structures de soins, doivent se parler entre eux. Ça n'était pas le cas. Il y avait même dans les groupements hospitaliers de territoire des hôpitaux qui étaient équipés avec un système d'information, un autre hôpital qui était équipé d'un autre système d'information, et il était impossible d'aller d'un hôpital à l'autre, si je puis dire, en transférant les données, puisque les systèmes d'information n'étaient pas bâtis de la même façon. Donc l'interopérabilité est un sujet majeur. C'est comme pour les messageries. On choisit la messagerie que l'on veut dans le marché, mais si vous avez un compte Free, vous pouvez correspondre avec un compte Orange. Enfin, l'interopérabilité, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc, les données l'interopérabilité a été obtenue près des éditeurs de logiciels qui s'y sont consacrés. La sécurité informatique, bien qu'il y ait encore des piratages, s'est considérablement améliorée sur les structures informatiques et actuellement, il y a aussi toute une pédagogie à faire vers les professionnels car on voit très souvent que l'intrusion malveillante dans les systèmes d'information est liée à un déficit de vigilance humaine. On laisse les ordinateurs ouverts. Le code, parfois d'accès, est scotché sur l'écran afin qu'on ne puisse pas l'oublier. Et on utilise assez peu les moyens forts d'authentification que représente la carte de professionnel de santé qui a un code. Et si je vous dis tout cela, c'est que vous avez vu pendant l'épidémie de Covid qu'il y a eu des personnes voulant gagner de l'argent et qui ont fait en fait des faux certificats de vaccination en usurpant parfois les identités. C'est-à-dire qu'un médecin recevait sur son portable, alors qu'il avait assisté à une session de vaccination, assistait sur son portable, avait une demande pour qu'on lui communique le code de sa carte de professionnel de santé. Et un certain nombre d'entre eux, naïfs, ont communiqué leur code. Si bien que le malveillant voulant de l'argent, il a fait des faux certificats au nom même, finalement, du médecin concerné. J'ai été assailli de demandes de confrères auxquelles j'ai dit, mais enfin, quand même, je ne comprends pas. Si vous ne laissez pas votre carte bancaire dans le distributeur de billets, et en tout cas, si on vous demande le code, vous n'allez pas le donner, vous allez être soupçonné. Enfin, vous allez avoir un soupçon. Donc, vous voyez, il y a toute une pédagogie à faire sur les outils, l'utilisation des outils, et je crois qu'il faut le faire en termes simples, immédiatement compréhensibles,
par l'ensemble de la population et ne pas utiliser un jargon informatique, comme en médecine d'ailleurs, on utilise un jargon médical vis-à-vis des citoyens. Le troisième point de cette feuille de route, c'est l'identification numérique. Je viens de l'évoquer d'ailleurs avec la carte des professionnels de santé. Les professionnels de santé sont identifiés par un numéro dans ce que l'on appelle le répertoire partagé des professionnels de santé, qui sont partagés entre l'État, la caisse d'assurance maladie. Je ne sais pas si les assureurs complémentaires ont accès au répertoire partagé des professionnels de santé, mais je pense que les numéros doivent être connus, en tout cas, l'identification, et les ordres professionnels ou les autorités d'enregistrement dans le système de soins. Voilà pour les professionnels de santé. Nous avons donc tous une carte qui permet, en la mettant dans l'ordinateur, ça avait été créé à l'époque, en l'introduisant dans un lecteur de cartes connecté à l'ordinateur, qui permettait de dire, oui, c'est le docteur Lucas qui va pénétrer dans un système d'information. Mais il y a eu des avancées technologiques, et introduire une carte dans un iPhone, c'est absolument impossible. Par conséquent, il a été conçu une application de ICPS, c'est-à-dire une carte de professionnels de santé dématérialisée, et qui permet à ces professionnels de santé de pouvoir, étant identifiés, de pouvoir se connecter au système d'information dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les cabinets médicaux. On voit bien que tout ça suppose un accompagnement au changement, parce que la première chose qui arrive lorsqu'on propose un outil nouveau, c'est d'opposer des résistances. Pourquoi ? Parce qu'on était habitué à procéder autrement. Ça ne va pas plus loin que ça. Et qu'on a l'impression que c'est du temps perdu, parce qu'effectivement, quand on informatise une structure qui avait avant des dossiers papier, comme on dit, et passer à l'informatique, au début, ça consomme du temps, mais on s'aperçoit ensuite qu'il y a un retour sur investissement. Donc l'idée actuellement, c'est aussi de convaincre des professionnels de santé, bien que ceux-ci soient informatisés, mais que passer à la vitesse supérieure, avec des logiciels parfaitement modernisés en quelque sorte, leur fera ultérieurement gagner beaucoup d'argent. Alors parlons un peu d'argent, car il y a eu 2 milliards d'euros qui ont été injectés pour la mise à jour des équipements logiciels de l'ensemble des structures de soins, les établissements en ville, mais les structures de ville, les cabinets médicaux, les cliniques, mais également les hôpitaux. 2 milliards d'euros, ce n'est pas une paille quand même. Donc il y a eu un investissement massif de l'État pour mettre à jour les différents systèmes d'information et permettre l'alimentation automatique du DMP dont je parlais tout à l'heure. Mais quand on alimente automatiquement un DMP, il faut aussi que l'identité du patient soit parfaitement sécurisée. C'est l'identitovigilance qui est nécessaire pour le parcours de soins. Et cette identitovigilance a été assurée par l'identifiant national de santé, l'INS. Vous voyez que l'activité de l'agence est quand même très importante. L'INS, qui est le numéro de sécurité sociale vérifié. C'est-à-dire qu'on s'assure que la carte de sécurité sociale, c'est bien le bon nom, le bon prénom. Il faut faire très attention parce que si vous vous appelez Jean-Pierre, mais s'il y a un tiret entre les deux, le système automatique ne reconnaît pas. Bon, la date de naissance, le lieu de naissance, enfin tout ce qui est nécessaire à s'assurer que c'est bien le bon titulaire de la carte de professionnel de la carte vitale, qui se présente devant lui. Les cabinets libéraux ont crié en disant « mais nous ne sommes pas un commissariat de police ». C'est vrai qu'il est tout à fait inhabituel quand on va dans un cabinet médical que le médecin vous demande votre carte d'identité. Mais il ne va vous la demander que la première fois, sauf s'il vous connaît déjà. Il n'aura pas besoin, puisqu'il sait que c'est vous qui êtes titulaire de la carte vitale, eh bien la carte vitale sera bien évidemment utilisée. Ceci est très important pour éviter des homonymies dans les trajets. Ce n'est même pas tellement les fraudes à la carte vitale
quoique. Mais quand vous entrez dans un établissement, quand vous allez dans un laboratoire de biologie, quand vous allez dans un centre de radiologie, on vous demande votre carte vitale, mais on vous demande également une pièce d'identité afin de s'assurer que la radio sur laquelle on ne va rien trouver ou on va trouver au contraire quelque chose, eh bien, concerne la bonne personne afin qu'il n'y ait pas de rupture après dans le parcours de soins. Et puis le quatrième point, il y en a d'autres, mais je ne veux pas être trop long non plus. Dans la feuille de route, il y a la sécurité du stockage et des échanges, des partages de données de santé. Donc nous en sommes là. Actuellement, le milieu du gué, il est là. Donc il y a la feuille de route 2023-2027, qui est actuellement en cours de concertation. Je vous engage d'ailleurs elle est en concertation publique. Donc vous pouvez aller sur le site de l'agence et vous trouvez le numérique au service de la santé, le projet qui est tel qu'il est actuellement, auquel tous les citoyens peuvent contribuer. Il faut donc donner une information correcte au public, je veux dire une information qui peut être militante, mais il ne faut pas masquer les risques, et j'ai déjà évoqué le rôle que la mutualité française peut tenir, que l'assurance maladie peut venir, mais le plus important est sans doute de convaincre les professionnels de santé. Et les professionnels de santé, ils ont actuellement d'autres idées en tête que de faire évoluer le numérique qu'ils exercent dans les établissements ou qu'ils exercent en ville, compte tenu de la situation globale que vous avez pu voir. Il faut identifier les causes de résistance au changement en sachant que ce que l'on met en avant n'est pas forcément la cause véritable. Un professionnel de santé qui vous dit oui, non, mais tout ça, moi je ne suis pas certain du secret, c'est vrai, il le pense. Mais il pense aussi, si je consacre du temps à cette activité, il faut bien évidemment, surtout dans le secteur libéral, augmenter mes honoraires. Donc il y a également d'autres aspects qu'il convient d'identifier. Il faut bien sûr une feuille de route, il faut bien sûr une formation au numérique en santé, parce que ce n'est pas uniquement se servir d'un ordinateur. Et nous sommes donc actuellement en pleine action territoriale avec des visites des régions, parce qu'il y a le plan national mais le plan national, il ne descend pas au niveau du terrain, des visites des régions afin de mobiliser l'ensemble des acteurs. C'est une entreprise qui est une entreprise difficile, mais il faut tenir, pour créer la confiance, il faut tenir un langage de vérité. Il ne faut pas dire demain on rasera gratis, parce que vous savez comme moi que c'est faux. Il faut tenir un langage de vérité, mais il faut mettre en avant les bénéfices et parler également des risques en considérant objectivement que la balance bénéfice-risque penche très nettement en faveur des bénéfices, et il y a des expériences internationales, et nous l'avons nous-mêmes fait en France, des expériences internationales qui le démontrent, mais tout système comporte des avantages et comporte des inconvénients. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais je voulais vous présenter l'ensemble de cette histoire. Excusez-moi, Madame la Présidente, vous auriez pu m'interrompre. J'ai le rôle ingrat, effectivement, de surveiller la montre. Oui, mais j'entends bien. Mais j'ai tendance à être bavard au nom de la pédagogie. Voilà. Tout à fait, et puis c'était passionnant. Moi-même, je me suis laissé emporter. Voilà. Donc, Éric, tout aussi intéressant et important, tes propos, donc tu as la parole. C'est bon là, vous m'entendez? Merci Martine. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Moi, comme l'a dit le docteur Lucas, je parle en tant que président de la Mutualité française, donc avec une certaine vision du champ de la protection sociale, de la manière de faire fonctionner les solidarités, et notamment l'articulation entre responsabilité individuelle et collective. Je fais ce préambule parce que la manière dont on appréhende la question des données, du numérique en santé, d'un numérique au service de l'humain, s'analyse à l'aune des
grande transition qui impacte nos sociétés. La transition écologique, pas besoin de développer, auquel on est confronté. La transition démographique aussi, vous qui travaillez sur la question de la longévité, vous voyez bien à quoi je fais allusion, avec le vieillissement de la population, 4 générations, 5 générations qui vont cohabiter en même temps. Du fait de ce vieillissement, des pathologies chroniques beaucoup plus fréquentes, parce qu'on n'a pas non plus toujours mis tous les moyens qu'il fallait en termes de prévention, j'y reviendrai. Et la transition numérique, qui va être le cœur de mon intervention. Tout ça, ça a des conséquences économiques, sociales, mais aussi démocratiques sur notre société. Et donc, tout l'enjeu, c'est de voir comment, collectivement, on apporte des réponses à ces questions-là. C'est absolument essentiel que ce soit des réponses collectives parce que, et démocratiquement débattues, parce que fonction des choix que nous faisons, que nous ferons, on déterminera une société qui n'aura pas forcément le même visage. Le numérique, l'utilisation des datas, le prédécesseur vient de l'expliquer très très bien, c'est à la fois des risques, mais c'est aussi de formidables opportunités. Et donc il faut regarder à l'aune des enjeux, si on veut prendre le virage préventif, si on veut réduire les inégalités en santé, si on veut orienter vers le bon soin au bon moment, éviter des pertes de chance, on a intérêt à utiliser le numérique. Ça, c'est les enjeux. Il y a des risques. Monsieur y est revenu, je vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, je partage complètement. Cybercriminalité, risque de fraude, enfin il y a plein de choses. Mais il faut aussi regarder, et souvent dans notre pays, on regarde pas assez, on regarde les risques, on se focalise sur les risques, quelquefois on en fait un peu trop d'ailleurs, on parle un peu des enjeux, mais on oublie un risque qui est le risque à ne pas faire. Quel est le risque à ne pas utiliser le numérique en santé ? Eh bien, en termes de perte de chance, il est considérable, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas bénéficier des mêmes possibilités, des mêmes dispositions. On parle, depuis la crise sanitaire, beaucoup du aller vers. Si on veut faire du aller vers en termes de prévention, si on veut faire du aller vers en termes de soins, apporter des réponses aux inégalités territoriales, économiques, sociales en santé, il faut qu'on utilise les données. Parce que les personnes les plus éloignées des dispositifs de prévention, des dispositifs de soins, si on ne structure pas les accompagnements sociaux, humains, et le numérique en est un formidable levier, eh bien, on pourra se désoler qu'ils passeront encore à côté des programmes de dépistage, qu'ils passeront encore à côté des programmes de prévention, etc. Et on constatera, année après année, que les écarts d'espérance de vie ne se règlent pas, que les écarts d'espérance de vie sans incapacité ne se réduisent pas. Et donc, tout l'enjeu, y compris par rapport à l'enjeu de cohésion sociale, il va être d'utiliser bien davantage les données, les datas, qu'on ne le fait aujourd'hui en fonction des choix que l'on souhaite faire collectivement, et notamment pour faire mieux fonctionner les solidarités. Vous avez donc compris que si on prône un recours accru aux données, c'est pour plus de personnalisation. Et en revanche, on combat évidemment toutes les individualisations du risque qui seraient mortifères pour les solidarités, pour le pacte social, pour nos constructions solidaires, que ce soit la sécurité sociale ou que ce soit celle portée par les mutuelles en santé, en prévoyance, en retraite, en dépendance. C'est pas notre ADN, c'est pas notre histoire. Et il y a une manière de personnaliser, de réduire les inégalités sans flinguer les solidarités. L'enjeu, il est aussi de poser ce que l'on attend en termes de gains individuels, mais aussi de gains collectifs, de gains en termes d'efficience. Aujourd'hui, ce n'est pas spécifique à la France, c'est le cas de tous les grands systèmes de santé développés comme le nôtre, etc., que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne. On a un taux de soins inadéquat qui est extrêmement élevé. Alors quand on dit ça, je tords une idée qui quelquefois court, parce qu'en gros on est entre 20 et 25% de taux de soins inadéquats.
Quand on dit soins inadéquats, ça ne veut pas forcément dire que si on était mieux organisé, on ferait des économies. Non, c'est que quelquefois les soins ne sont pas faits au bon moment. Quelquefois, ils peuvent être redondants. Là, on peut faire des économies. Mais même si on enlevait ces soins redondants, vu qu'il y a des gens qui attendent très longtemps pour accéder aux soins, en fait, ça permettrait de réduire aussi ces temps d'attente. Ça permettrait de réduire le fait qu'il y ait des gens qui, aujourd'hui, renoncent pour des raisons de temps, pour des raisons économiques quelquefois. Et donc, ça permettrait de solutionner une partie des inégalités. Il y a un certain nombre d'enjeux sur lesquels il faut aussi être lucide. Le numérique ne règle pas tout. Le numérique, il va générer des inégalités supplémentaires. Du fait de l'illectronisme, c'est-à-dire des gens qui ne maîtrisent pas les techniques, voilà, des gens parce que un peu rétifs à tout ce qui est technologique, parce que difficulté de rapport à l'écrit. Or, qui dit numérique dit aussi beaucoup de rapport à l'écrit, parce qu'on n'a pas assez développé des alternatives au tout écrit, parce que problématique d'accessibilité quand on est en situation de handicap, etc., etc. Enfin, il y a plein de sujets. Il y a aussi les gens qui vivent dans des zones blanches où l'accès au web est beaucoup plus compliqué, où il n'y a pas suffisamment de bandes passantes, etc. Ou qui n'ont pas les moyens économiques pour avoir les ordinateurs adaptés ou les smartphones qui vont bien. Tout ça, on l'a mesuré pendant la crise sanitaire, c'est 20% de la population. Donc, ce n'est pas anodin. Là aussi, ce n'est pas parce qu'il y a ces difficultés-là qu'il ne faut pas avancer. Par contre, il faut en même temps mettre des moyens beaucoup plus importants que ceux que l'on met aujourd'hui en termes de médiation numérique, d'accompagnement social, humain, etc. Je vais prendre l'exemple d'un pays que je connais bien pour y être allé en voyage d'études, l'Estonie, qui a fait son virage numérique, qui a même construit sa république numérique. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi ? Parce que, ils ont mis des programmes considérables d'éducation populaire citoyenne en matière de numérique. Ils ont formé la population, ils ont équipé les gens qui n'avaient pas les moyens de s'équiper eux-mêmes. Et au bout du bout, pour celles et ceux qui n'y parvenaient pas, eh bien, ils ont fait de la médiation humaine et ils ont fait en sorte que personne ne se retrouve exclu des services numériques et de tout ce qui pouvait se mettre en place. Un numérique au service de l'humain, c'est un numérique qui fixe des objectifs clairs. Je l'ai dit, le numérique, c'est un outil, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le recours aux données, etc. Et donc, il faut se fixer des objectifs, et des objectifs qui doivent être transparents, qui doivent être partagés avec l'ensemble de la population. C'est tout l'enjeu du débat démocratique que nous n'avons pas, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont appréhendés sous une approche beaucoup trop technique, technologique, alors que ça doit être des choix de société avant tout. Tout l'enjeu de la formation, de l'information du grand public, monsieur y revenait à juste titre. Si on prend mon espace de santé, auquel nous on croit beaucoup, ça va être par l'usage que les gens se l'approprieront, parce que il faut évidemment que les professionnels de santé y placent l'ensemble des informations utiles, qu'on y déverse, c'est en cours, toutes les données, analyse biologique, l'imagerie, etc., etc., et qu'on ait aussi les comptes rendus des consultations médicales, les prescriptions, etc. Mais si les gens n'ont que de l'information brute, bon, c'est toujours utile d'avoir un coffre-fort de sa situation de santé, mais c'est surtout les usages. Et donc c'est ce qui va être fondamental, c'est ce qui est en train de se développer progressivement. Ce sont les applications qui sont sur le store de mon espace de santé qui vont créer de l'utilité, de la praticité. Qu'est-ce qui fait qu'on utilise tous nos smartphones, etc. C'est parce qu'il y a des applis. Parce que si il faut aller chercher des informations, les croiser, les machins, etc., ça devient compliqué. En revanche, si grâce aux données qui sont implémentées par mon praticien, aux applis qui m'intéressent parce que soit j'ai une patho chronique, soit je veux suivre ma santé d'une certaine façon, etc. J'ai les outils qui me permettent de le faire de manière beaucoup plus simple. Je vais avoir tendance, envie d'y aller régulièrement. Et donc c'est là aussi où nous, on a un enjeu en termes de
compréhension des enjeux, c'est d'accompagner les usages. Et ma conviction par rapport aux réticences exprimées par certains professionnels de santé, parce que le système de santé actuellement un peu en difficulté, je peux enlever le un peu d'ailleurs, le système de santé en difficulté, c'est aussi parce que les assurés sociaux, les patients, les personnes malades vont, eux, être convaincus de l'intérêt, de l'utilité, qu'ils iront vers leur médecin, vers leur infirmière, vers leur kiné, etc., que petit à petit, ces éléments vont s'implémenter et trouver de l'usage. Mais tout l'enjeu, ça va être de dépasser aussi la seule sphère des professionnels de santé. Tout l'enjeu, ça va être de re-questionner aujourd'hui les périmètres des informations partagées. Et de faire en sorte que, puisque ces données, ce sont les miennes, eh bien, je puisse les partager avec qui je veux. Qui je veux en termes de médecins, qui je veux en termes de professionnels de santé, mais qui je veux aussi au-delà des professionnels de santé. Hier, je signais avec le professeur Nizri, le président de la Ligue contre le cancer, une convention de partenariat pour faire la promotion des soins de support pour les personnes atteintes de cancer, toute l'importance de ces soins d'accompagnement. Une partie des soins de support ne sont pas pratiqués, mis en œuvre par des professionnels de santé. Il est essentiel, si je le souhaite, eh bien, que ces données, je puisse les partager. Là, ça supposera des adaptations du cadre réglementaire, du cadre législatif, où aujourd'hui, vous disiez à juste titre qu'il ne faut pas faire le bonheur des gens malgré eux, mais il faut aussi arrêter d'infantiliser les assurés sociaux. Nous sommes tous et toutes des femmes et des hommes libres, des citoyens, des citoyennes à part entière, et c'est à nous de décider la manière de partager nos données. Il faut évidemment qu'on soit mieux formé, mieux informé, qu'on apprenne cette citoyenneté numérique comme on a appris notre citoyenneté tout au long de notre vie, mais c'est absolument essentiel. Ce n'est pas à l'État, ce n'est pas à l'assurance maladie, ce n'est pas aux professionnels de santé de déterminer la manière dont on doit utiliser nos données. Et ça, je le dis pour le champ de la santé, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, mais c'est la même chose pour les données en général. Et là, on a une posture en France de défiance a priori. Il y a une défiance en ce moment dans la société pour plein de choses, chez les professionnels de santé qui sont inquiets, etc. Mais il y a une défiance institutionnelle dans la surinterprétation qui est faite par des institutions comme la CNIL, la Commission nationale informatique liberté, dans la surinterprétation du règlement général sur la protection des données. Sous couvert de RGPD, aujourd'hui, on ne permet pas un certain nombre de croisements de données, d'informations, etc. Pour autant, il y a d'autres pays européens qui ont le même RGPD que nous, qui peuvent faire de la médecine prédictive, préventive, personnalisée. Voilà. On peut, en Suède, à partir de données sur la santé bucco-dentaire, faire de la prévention de chute à 6-9 mois. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont aperçus, suite à des études randomisées, que à partir du moment où la personne âgée avait tel problème bucco-dentaire, ça entraînait des problèmes de dénutrition, qui entraînaient des problèmes de perte de masse musculaire, qui entraînaient des chutes. Et donc, dès qu'ils repèrent ce type de problématique, automatiquement, l'accompagnement se met en place avec l'équivalent de kiné, machin, etc., etc. Et ça fonctionne. Et bien, chez nous, on ne peut pas le faire, ça. Et donc, la perte de chance, elle est considérable. Pour la personne, bien évidemment, en premier lieu, mais aussi pour la société. Or, dans un système où le financement est socialisé, que ce soit par des cotisations sociales, fiscales, ou par des cotisations mutualisées, il y a un vrai sujet à questionner sur cette utilisation proactive des données pour faire du gain humain, du gain sanitaire, mais aussi du gain économique et social.
Quand on voit la tendance d'augmentation des dépenses de santé sur ces 20 dernières années, on est sur une augmentation moyenne de 3,5% d'augmentation annuelle, c'est-à-dire plus d'1 point au-dessus de ce qu'est l'évolution du PIB. Si on laisse les choses évoluer de cette même façon, sans travailler davantage sur les champs de prévention, sur les champs d'efficience d'organisation du système de santé, on aura une problématique de soutenabilité de notre système de protection sociale, qui est notre bien commun, qui est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc, on doit avoir un débat large dans la société pour savoir comment on utilise les données individuellement, pour que chacun puisse être acteur de son parcours de soins, acteur de son parcours de santé, être proactif dans la gestion de son capital santé, et collectivement, comment, bien évidemment, ces données-là, on peut les utiliser le mieux possible, étant donné que l'ensemble du système, il est socialisé ou mutualisé. Et donc, sans débat démocratique, on ne peut pas se fixer des objectifs. De la même façon, aujourd'hui, alors qu'on a énormément de données en approche populationnelle, eh bien, ces données-là, on ne les croise pas. Or, sans croiser ces données populationnelles, comment on peut demander aux collectivités locales, à l'État, à l'école, aux champs professionnels, de faire des adaptations, alors que 80% des déterminants de santé sont en dehors du système de santé, dépendent des transports, dépendent du logement, dépendent des conditions de travail, des conditions d'études culturelles, etc., etc. On se prive de leviers de capacité d'action considérables. Et donc, c'est ces sujets-là qu'il nous faut savoir poser. La question, ça n'est évidemment pas de venir impacter la vie privée des gens ou quoi que ce soit, parce que là, ce seraient des données évidemment anonymisées, etc. Mais si on veut pouvoir aider les élus locaux à jouer pleinement leur rôle, à agir sur l'aménagement du territoire, sur l'évolution des villes, des villages, sur le bâti, etc., si on ne leur donne pas davantage accès aux données, on n'y arrivera pas. Si on veut en tant qu'assuré social, on puisse pleinement se positionner. Si on n'a pas accès aux informations, on n'y arrivera pas. Et donc, c'est tous ces sujets-là qui sont devant nous, qu'il nous faut questionner. Et il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de vérité absolue, ce sont simplement des choix collectifs. Et nous, au niveau de la Mutualité française, on a posé 6 principes pour un numérique au service de l'humain. Un principe de transparence, on ne fait pas à l'insu du plein gré. On dit qui est derrière la définition des algorithmes, de l'intelligence artificielle, etc. Un principe de loyauté, voilà. Si on utilise un chatbot, un robot, etc., on le dit, on doit être absolument transparent. Troisième principe de libre consentement, pas besoin, je pense, de trop développer, c'est assez simple. Mais ça suppose que les gens soient informés, formés, pour jouer pleinement les choix qui les concernent. Principe d'égalité, je l'ai dit, aujourd'hui on est loin du compte, parce que fonction de où on habite sur le territoire, on n'a pas les mêmes accès. Fonction des moyens économiques que l'on a, on n'a pas les mêmes accès, etc. Principe d'inviolabilité des infrastructures. Si on veut créer la confiance, que ce soit des professionnels de santé comme des assurés sociaux, eh bien, il faut davantage investir sur la sécurité. Et ça, elle doit être garantie par l'État. Si on veut que les gens utilisent mon espace de santé en pleine confiance, il faut qu'on soit sûr qu'il n'y aura pas de possibilité de hacker, etc., etc. Et c'est sûr que quand on voit que France Connect a dû être mis entre parenthèses en septembre dernier, que des hôpitaux sont hackés comme ils le sont, c'est pas de nature à simplifier cette confiance-là. Donc là, on a un sujet global, c'est-à-dire quelles ressources on met pour renforcer l'inviolabilité des infrastructures. Et puis dernier principe, j'ai fini Martine, dernier principe, c'est le principe de garantie humaine, qui est absolument essentiel. Je ne dois jamais être laissé seul face
à un robot, à un algorithme aussi puissant soit-il. Je dois toujours avoir la possibilité d'avoir une médiation humaine. Et à l'inverse, si le médecin que je vais voir, le professionnel de santé que je vais voir, pour X raisons qui lui appartiennent, et c'est bien son droit, il ne veut pas avoir recours à l'utilisation de l'IA parce qu'il n'a pas envie, eh bien je dois pouvoir avoir un second avis qui passe si moi j'estime que pour mon diagnostic c'est utile, etc., etc. Dernier élément, la garantie humaine, ça va devenir un règlement européen en 2024 qui va bouger un certain nombre de règles. Si nous n'avons pas les débats dans notre pays en amont, ça viendra renforcer les freins, ça viendra renforcer les impossibilités parce qu'on va surdemander des consentements pour les utilisations primaires et secondaires des données et ça viendra nous freiner. Alors que nous avons les bases auto-administrées les plus puissantes au monde grâce aux données de l'assurance maladie, aux données des mutuelles, on devrait être leader en e-santé. Aujourd'hui, on est plutôt en retrait. Et ce qui est une perte de chance pour les assurés sociaux, une perte de chance pour la recherche, et c'est dommage pour notre pays. Merci Eric. Déjà, je vois qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle, parce que tes propos, les propos du docteur Lucas ont aussi suscité un vif intérêt. Donc, Alain, dès que tu parles CNIL, Alain demande la parole. Voilà. Alors, vous vous présentez, oui, bien sûr, Alain Dru. Parce que je ne connais pas tout le monde. Écoute, on ne se connaît pas, effectivement. Alain Dru, je suis conseiller au CESE et je suis le représentant du CESE à la CNIL. Donc, effectivement, je suis assez surpris par ce que vous avez dit sur les gardiens du temple. Dans la mesure où il n'y a pas une semaine sans qu'on autorise des entrepôts de santé. Or, des entrepôts de santé, c'est justement des endroits où on mélange un certain nombre de données et qui sont des demandes quasi permanentes, qui émanent d'ailleurs de sociétés privées, de sociétés de recherche, etc. Bon, il y a eu récemment des très gros entrepôts qui ont été créés autour du cancer, etc. Je ne vois pas en quoi nous serions les empêcheurs de tourner en rond. C'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment. On nous empêche, le Point nous fait effectivement un procès parce que nous avons refusé de lui laisser l'accès à un certain nombre de données de santé dans la mesure où nous avons la preuve qu'il revend une partie de ces données et il ne les applique, les applique au doigt mouillé, c'est-à-dire que quand on va chercher des données extrêmement précises de l'assurance maladie pour derrière, dans le PMSI, pour derrière faire à peu près n'importe quoi avec, on ne peut pas forcément être d'accord. Donc, il y a effectivement des moments où la sécurité des personnes passe avant des intérêts économiques, puisque là, il s'agit clairement d'intérêts économiques. Mais je dois dire que depuis le début, moi, je suis sidéré par la construction du Health Data Hub. Je suis sidéré par ce qui est en train de se préparer au niveau européen et les transmissions de données françaises en Europe à partir de maintenant, 2023, je crois. Je ne comprends pas le procès qui nous est fait. Ça, c'est le premier point. Et alors, deuxième point, docteur Lucas, moi, j'ai une petite explication sur le fait que, effectivement, le DMP pose des difficultés. Moi-même, j'ai essayé de l'ouvrir, je n'ai pas réussi. Donc, j'ai abandonné. Alors que, vraiment, j'y allais pour voir comment ça fonctionnait. J'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois, j'ai abandonné, bon, clairement. Et puis, il y a quand même un truc qui s'appelle Doctolib, qui n'apporte pas, effectivement, toutes les données toutes les possibilités du DMP. Mais quand un médecin peut vous transmettre via Doctolib des ordonnances et que vous pouvez lui répondre, etc., ou vous pouvez discuter avec lui via Doctolib, c'est vrai que l'utilité du DMP, alors je ne parle pas, là je fais abstraction de tout ce qui peut être déontologie, éthique, etc. Mais oui, je m'arrête. Mais oui, il faut que j'aille. De toute façon, il faut que j'aille m'occuper du fichier des chasseurs. Là, j'ai 3 messages. Il y a une urgence, etc. Donc, je vais vous quitter. Mais vraiment, voyez, ce que je veux dire, c'est que l'important pour le DMP, à mon avis, c'est aussi sa facilité d'utilisation quotidienne et
le fait qu'ils répondent à des demandes de patients. Et là, je crois qu'effectivement, on a une réalité qui est celle de l'installation de Doctolib, qui a, c'est pas par plaisir, je veux dire, on s'est assez battu avec eux pour que toutes les données restent en France et ne partent pas à l'étranger, etc. Aussi, là, on a été des ayatollahs, d'après eux. Mais on a obtenu ça, et vraiment, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça et qu'on construise des choses qui soient pertinentes par rapport aux citoyens en général. Voilà, merci. Alors je vais vous répondre. J'ai de très bons échanges avec la présidente de la CNIL, mais pour autant, je regarde les faits. Depuis 2009, la Mutualité française avait un système national de partage de données avec l'assurance maladie. Depuis janvier 2022, la CNIL nous empêche de le faire. Voilà, je regarde les faits. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi, alors que nous sommes la mutualité, nous sommes à but non lucratif, les données, on les revend à personne, on les partage pour permettre à l'assurance maladie d'améliorer la gestion du risque, c'est bloqué. Je voudrais comprendre pourquoi, alors que nous ne faisons pas de sélection de risque, parce que le code de la mutualité nous l'interdit, ce n'est pas notre ADN. Même pour les autres complémentaires santé qui ne relèvent pas de la mutualité française, qui ne font pas non plus de sélection de risque, parce que le contrat responsable et solidaire nous en empêche. On nous bloque sur un certain nombre de possibilités pour pouvoir faire de la prévention, et on va... Parce que c'est vrai que quand on prend une complémentaire santé, on n'imagine pas que la complémentaire santé puisse nous proposer des actions de prévention. On nous oblige d'aller demander le consentement individuel pour voir si les gens veulent bien faire des actions de prévention. Ce qui fait qu'on perd en efficacité considérable parce que les gens les plus éloignés ne répondent pas. Et dans le même temps, les banques, elles, peuvent utiliser sans problème les données pour faire de l'assurance et de l'assurance santé. Une banque, par l'analyse des comptes en banque, connaît tout de votre vie. Elle sait si vous êtes salarié, si vous ne l'êtes pas. Elle connaît votre niveau de rémunération. Elle sait si vous êtes malade parce qu'elle voit les remboursements de l'assurance maladie, etc. Et là, ça ne pose de problème à personne. Eh bien, je suis désolé, monsieur, ça, je trouve que c'est totalement anormal. C'est une rupture radicale d'égalité entre le client et sa banque. Et ça pose de problème à personne. Eh bien, moi, ça me pose un problème. Au moins, la réponse est claire. Elle est claire et engagée. Voilà. Moi, je vais la soutenir d'ailleurs pour remarquer deux choses. La première, c'est que les patients, les citoyens faisaient tout au moins assez volontiers le don de sang, le don d'organes, même s'ils ne s'y étaient pas opposés. Je ne vois pas pour quelle raison des données... Je vais revenir sur le terme personnel, parce que j'ai bien compris votre interpellation. Pourquoi le don de ces données personnelles pour une recherche qui vise à améliorer les connaissances et par conséquent les thérapeutiques qui vont être appliquées ne serait pas utilisé? Il y a une réserve à cela. C'est que ça n'est pas les données personnelles de Madame Michu, du docteur Lucas ou de je ne sais qui. L'identification de la personne n'a aucun intérêt en matière de recherche. C'est le profil qui va compter. C'est un homme, c'est une femme, quel est l'âge? Donc il faut apporter des garanties en matière d'anonymisation, de pseudonymisation, de déidentification des données, mais le traitement des données, et c'est ça qu'il faut dire aux citoyens, on veut traiter des données massives et on ne veut pas traiter des données personnelles, c'est-à-dire à partir du moment où elles sont déidentifiées. Vous avez aussi, donc voilà pour que la CNIL soit exigeante. Ça me fait penser d'ailleurs à une personnalité du monde numérique qui disait il faut brûler la CNIL. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, bien évidemment. Non, mais c'est pour dire que la CNIL mettait des barrages qui sont parfois, on peut en discuter, c'est une autorité indépendante et je respecte beaucoup la CNIL, mais effectivement, le règlement général sur la protection des données, il faut l'appliquer de façon uniforme sur le territoire européen puisqu'il est fait pour ça.
Vous avez évoqué aussi la plateforme des données de santé. Je n'aime pas trop d'ailleurs le Health Data Hub, et là je me mets en accord avec la juridiction, le tribunal judiciaire, qui a dit que ce n'était pas conforme à la francophonie et qu'il fallait parler de plateforme des données de santé. C'est la traduction littérale d'ailleurs, mais cette fois le Health Data Hub, on le traduit en français alors que nous sommes en France, et non pas le français en anglais puisque l'on est ailleurs. Bon, qu'importe de cette petite pique. La plateforme des données de santé est en fait, on l'a accusé finalement d'avoir un composant américain, et ça a soulevé, le Conseil d'État a été saisi 5 fois en référé sur ce sujet-là, que les données des Français allaient partir aux États-Unis. Ce qui est faux, c'est qu'à partir du moment où c'est une brique de Microsoft d'ailleurs, et je ne sais pas, mais parmi vous, un certain nombre ont certainement probablement des outils Microsoft. C'était un juge fédéral qui, en cas de soupçon vis-à-vis d'une personne relative au terrorisme susceptible, enfin il y avait quand même les tours jumelles, hein, au niveau du terrorisme, le juge américain pouvait demander la saisie des données. Donc il y a eu tout un fantasme autour de ça. Quoi qu'il en soit, le contrat qui avait été passé par l'État avec Microsoft sur ce sujet-là a été révisé et les données vont être rapatriées et seront hébergées sur le plan français ou tout au moins sur le plan européen. Je ne sais pas s'il n'y aura pas toujours les mêmes résistances en disant de façon un peu égoïste, je ne parle pas de vous, hein, ce n'est pas une attaque personnelle, mais de façon un peu égoïste, les données, elles sont à moi. Et par conséquent, je ne veux pas les partager, mais je veux bien aussi bénéficier des avantages qui finalement me seront apportés si d'autres l'acceptent pour faire progresser la recherche. Il y a là une tension de nature éthique sur lequel le comité consultatif national d'éthique a d'ailleurs pu se prononcer sur le fait, comme il l'a dit, qu'il ne serait pas éthique de ne pas utiliser actuellement les moyens numériques. Alors, ceci étant, le comité consultatif n'est pas lui-même infaillible, mais c'est quand même une autorité qui réfléchit. Alors, je vais en revenir maintenant pour clore sur la création du DMP auquel vous n'êtes pas spontanément parvenu. Je dois vous dire que moi non plus. Mais j'ai insisté, j'ai persévéré, et finalement, un jour, eureka, j'étais dans ce processus-là puisque j'appartiens à un département qui faisait partie des départements pilotes. Mais actuellement, puisque c'est le droit d'opposition que vous avez, si vous n'avez toujours pas réussi vous-même à le créer, il est créé puisque vous n'y êtes pas opposé. Donc vous pouvez retourner pour aller voir dans votre DMP, si vous avez un identifiant et mot de passe, puisqu'il le faut, ce qui s'y trouve, et je vous engage à le faire. Et si vous n'y trouvez rien, c'est que vous êtes probablement en excellente santé, puisque personne n'a eu besoin de verser des documents. Mais peut-être avez-vous eu, comme c'est mon cas, un examen biologique récemment, je ne l'ai pas retrouvé dans mon DMP, tout simplement parce que le laboratoire ne s'est pas encore mis à niveau, et je crois que dans la communication du ministère a été un peu trop hâtive, c'est-à-dire qu'il manquait encore finalement des boutons à nous guêtre, quoi, hein. Tout n'était pas... Et donc les patients disent, mais enfin, mon DMP, je l'ai, mais il n'y a rien dedans. Parce que les cabinets de radiologie n'ont pas versé des documents, la biologie... Mais les établissements commencent à le faire, c'est notamment l'Assistance publique Hôpitaux de Paris qui met automatiquement ses comptes rendus dans le DMP. Le sujet de Doctolib est un sujet différent, parce que Doctolib a commencé par être une prise de rendez-vous en ligne, c'est un peu comme les réfrigérateurs qu'on appelait frigidaires. Maintenant, on ne va plus regarder les pages jaunes ou chercher sur Internet le nom d'un médecin, on dit mais il n'est pas sur Doctolib. Donc ça a été une très belle réussite commerciale, c'est une entreprise qui fonctionne très bien, qui ont également des logiciels, mais c'est de point à point. C'est-à-dire qu'un patient va pouvoir prendre son rendez-vous chez son médecin, il pourra échanger des documents avec le médecin, mais ces documents-là, ils ne sont pas partagés avec d'autres professionnels de santé qui sont membres de l'équipe de soins. Hein ? Donc il ne faut plus raisonner, à mon avis, en termes de médecins. Je ne peux pas toujours bien voir d'ailleurs de mes amis généralistes. Il ne faut pas forcément raisonner en termes de médecins traitants, mais d'équipe de soins primaires. Et on voit bien d'ailleurs que c'est la tendance actuellement
gouvernementale. Ce n'est pas non plus parce que c'est le gouvernement qui a toujours raison, mais c'est une équipe de soins. Et notamment, on a un peu oublié dans nos propos le secteur médico-social, et on voit bien qu'une personne âgée qui va rentrer dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, on va lui poser des tas de questions, lui demander « mais qu'est-ce que vous prenez comme médicament ?»« Bonhomme, j'en sais trop rien, c'est une petite pilule blanche ou c'est une petite pilule bleue. » Et puis même quand j'en prends beaucoup, il y en a du bleu, du rouge, du violet, du marron. Alors que si cette personne a un dossier médical partagé, la structure médico-sociale dans laquelle elle rentrera aura accès à toutes ces informations. Donc voilà quand même aussi un aspect très positif. Et un dernier, Madame la Présidente, parce que vous voyez, je suis très bavard, mais quand on a un DMP... C'est surtout qu'il y a d'autres intervenants. Oui, le dernier mot, parce que c'était peut-être une question, mais comme disait le général de Gaulle, j'ai cru entendre la question. En matière d'urgence, si vous avez un dossier médical partagé, il peut y avoir ce que l'on appelle un accès bris de glace, c'est-à-dire que le centre 15 va rentrer dans votre dossier en effraction, mais vous saurez que quelqu'un a pénétré dans votre dossier, et en matière d'urgence, cela peut servir. Dans les territoires également, en matière, vous avez entendu parler sans doute du service d'accès aux soins dans les territoires, où le médecin qui va venir vous voir, ou que vous allez aller voir s'il ne se déplace pas, ou un autre professionnel de santé, vous arrivez pour la première fois, puisque un service d'accès aux soins, il y a quand même actuellement plus de 600 000 Français qui n'ont pas de médecin traitant. Ces Français-là, il faut quand même bien les prendre en charge aussi. 6 millions. Pardon ? 6 millions. Oui, pardon, 6 millions. Oui, pardon. S'ils arrivent à être pris en charge par un médecin qu'ils ne connaissent pas ou une plateforme, s'il s'agit de télémédecine, si ce médecin-là, qui ne le connaît pas, le patient, a accès à son DMP, ça sera pour lui quelque chose de tout à fait intéressant. Donc c'est des éléments très concrets comme ça qu'il faut mettre en avant. Et je crois enfin, Madame la Présidente, je vous promets, enfin, que les patients, les usagers, l'assurance maladie, les assurances complémentaires et les mutuelles ont un rôle à jouer, parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment des ordonnances Juppé sur la télétransmission des feuilles de soins? Les feuilles de soins, les médecins les plus réfractaires, au début, s'y étaient opposés finalement, et puis les patients ont fait pression en disant « oui, mais docteur, vous comprenez, moi, avec la télétransmission, je suis remboursé. » Le problème du tiers payant ne se posait pas encore. Mais je suis remboursé dans les 3 jours qui viennent, alors que si j'envoie une feuille de soins, c'est au bout de 2 mois ou 1 mois et demi. Donc les professionnels de santé s'y sont mis, et finalement maintenant tout le monde est... Enfin, il y a encore quelques petits foyers de résistance, mais très peu, très peu. La plupart des médecins, les pharmaciens, vous allez à la pharmacie, c'est le tiers payant qui s'applique. Bon. Donc je crois qu'il faut envisager tous ces aspects positifs en matière sociale, en matière de solidarité, en matière d'aider les citoyens, tout en les rendant bien évidemment aussi responsables. Il ne faut pas que le numérique soit une béquille qui permettrait finalement aux citoyens de ne pas tenir compte lui-même des responsabilités que, par exemple, il prend en ne suivant pas les messages de prévention qui sont faits, parce que mon espace santé peut aussi servir à la prévention. Très bien, merci pour votre réponse complète. Alors, monsieur, vous n'avez pas eu... il n'y a pas de réponse dans ce qui a été donné à la question que vous avez formulée, en vous présentant tout d'abord. Merci. Je suis Jean-Pierre Widmer, j'ai la chance de présider ILC. En fait, j'ai pas vraiment une question. Enfin, j'ai une question, mais d'abord un témoignage. Je reviens sur le sujet de la contrainte sur l'utilisation des données que nous avons en France. Et alors, je vais juste, parce que moi, je suis un affreux bancassureur qui a, au-delà du fantasme des mutualités, utilisé des données de ses banquiers, ce qui n'est pas tout à fait le cas, mais bon, voilà. Mais j'ai vendu de l'assurance et c'était avec grand joie, puisque c'est un excellent métier, que ce soit en santé ou en prévoyance ou en IARD. Ceci étant dit, pour donner un témoignage non bancassureur, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais une discussion avec Guillaume Sarkozy, qui à l'époque dirigeait Malakoff Médéric, institut de prévoyance bien connu.
et qui racontait à l'époque cette histoire en disant mais j'ai des chercheurs qui sont venus me voir, qui avaient fait une superbe étude avec la CNAM et qui avaient, en traitant les fichiers de la CNAM, indiqué qu'il y avait un pourcentage extrêmement important, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'était plus de 10%, d'ordonnances avec des médicaments incompatibles. Et Guillaume disant, écoutez, venez chez moi, traitez mes fichiers, si je peux indiquer des problèmes à mes adhérents, j'apporterai un service important. Ce à quoi, alors je ne sais plus si c'est la CNIL, mais je ne sais plus quelle autorité lui a dit, cher ami, vous ne pouvez pas traiter ces données, il y a des données personnelles, vous ne pouvez absolument pas traiter ces données, et donc autant sur la CNAM on peut faire quelque chose de très générique et avoir un pourcentage, autant sur votre fichier avec des adhérents nommés, on ne peut pas faire. Et il était désarmé. Et je reviens à ma question, parce qu'au-delà de ce témoignage, je pense qu'on a des données absolument fabuleuses, quel que soit le statut de l'opérateur en santé, et on a une législation, et j'allais dire, même en interne, des structures de surveillance qui aujourd'hui ont atteint un tel stade qu'on ne peut plus faire grand-chose. Or, on a effectivement cette richesse de données, une capacité d'analyse qui aujourd'hui existe, qui aux États-Unis sont largement utilisées dans plein de choses, et je pense qu'on se tire une balle dans le pied. Et ma question en fait, c'est comment est-ce que vous pensez que nous pouvons effectivement faire évoluer cette situation qui est à notre détriment global, général, alors que effectivement, quel que soit l'acteur, on ne va pas commencer à vendre des données à droite et à gauche. C'est pas l'objet. L'objet est plutôt de bien servir nos clients et de voir comment on peut faire aboutir les choses dans les meilleurs objets. Voilà. Pour reprendre votre exemple de la iatrogénie, en général, mais plus particulièrement chez la personne âgée, c'est source de plusieurs milliers, dizaines de milliers d'hospitalisations. C'est plus de morts chaque année que les accidents de la route. Voilà. Et donc, pour abonder complètement dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu humain déjà pour ces personnes qui malheureusement sont ou hospitalisées ou quelquefois décèdent de ce fait-là. Et puis il y a un enjeu pour l'ensemble de la société parce que ça a un coût économique. Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut qu'on retrouve le sens originel de cette protection collective qu'était la sécurité sociale, que sont les mutuelles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fonctionne parce qu'il y a de la solidarité entre les cotisants, les assurés sociaux, etc. Et que cette solidarité ne peut fonctionner durablement, être soutenable, que si il y a aussi des principes de responsabilité individuelle et collective. Et donc, en fait, tout ça ne fonctionne que si nous ne sommes pas des consommateurs de santé, mais si nous sommes des citoyens. C'est les enjeux de la citoyenneté sociale. Et les données qui sont un des ingrédients aujourd'hui pour bien faire fonctionner tout ça, l'ingrédient de la mayonnaise pour que ça prenne bien, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on partage avec le respect, bien évidemment, de la vie privée, de machin, etc. Il n'y a pas de sujet. Ce que disait monsieur tout à l'heure, l'enjeu, c'est surtout comment en anonymisant, pseudomisant, etc., comment on facilite la recherche, qu'on facilite les approches populationnelles, etc. On peut faire des gains considérables pour notre société, pour notre vivre ensemble, pour la cohésion des territoires, etc. Et c'est ça qu'il faut c'est une bataille vis-à-vis de l'opinion. En premier lieu, qu'il faut, à mon sens, gagner. C'est parce que l'opinion sera convaincue de ça que les femmes et les hommes qui sont en situation de décider de faire la loi bougeront. Excusez-moi, je parle pas dans le truc. C'est parce qu'on gagnera la bataille de l'opinion que les femmes et les hommes qui font la loi ou qui écrivent les décrets, etc., évolueront et qu'on arrivera à prendre ce virage-là qui est absolument essentiel.
Je voudrais ajouter au bénéfice du numérique qu'actuellement, les incompatibilités de prescription médicamenteuse sont en voie de disparition, puisque les logiciels d'aide à la prescription, qui ont été approuvés par la Haute Autorité de Santé, émettent une alerte. Et que, par conséquent, le professionnel qui décide, parce qu'on peut être dans des situations où il y aura une construction d'envoyer une alerte, mais que néanmoins on peut passer outre l'alerte parce qu'en fait, si l'association de deux molécules n'est vraiment pas recommandée, il peut exister des situations singulières où elles peuvent être. Mais la iatrogénie est effectivement un fait très important où il y a donc d'une part le numérique, le numérique maintenant va arriver. Alors je ne suis pas comme Molière, le poumon vous dis-je, le poumon vous dis-je. C'est pas le numérique vous dis-je, le numérique vous dis-je. Mais voilà. Et qu'il y a un double contrôle, parce qu'il y a le prescripteur, donc le médecin en l'occurrence, ou un autre professionnel de santé habilité à prescrire dans ce cas, et il y a les pharmaciens. Et que sur un plan de la responsabilité pénale éventuellement, mais surtout de la responsabilité civile, les deux se trouvent engagés. Et on voit actuellement qu'il y a et c'est dans la construction informatique de la délivrance des médicaments aussi, puisqu'on va passer à la prescription électronique de médicaments, c'est-à-dire que la dématérialisation de l'ordonnance, en quelque sorte, et qui va représenter également un mécanisme sécuritaire sur ce plan-là. La CNIL, en tout cas, sur ce sujet-là, a donné un avis favorable. Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour, je suis Claude Delquer. Je travaille dans une unité de recherche de l'INSERM à l'hôpital de la Rivoisière qui s'occupe d'anesthésie, réanimation, de cardiologie et autres pathologies. Et je voudrais vous remercier tous les deux parce que d'abord les exposés étaient à la fois clairs et passionnants. Et je commencerai par une remarque, monsieur Chenu. Vous avez cité Douste Blazy, professeur Douste Blazy. C'est monsieur Lucas. Excusez-moi. Alors, très bien, merci. Je vais intervertir. C'est pas numérique, mais je peux corriger. J'ai eu Donc, vous avez cité monsieur Douste Blazy en 84, si je me souviens bien, et c'est à cette époque-là que il a été décidé de lancer quelque chose. C'est bien ça. Alors, je dois dire qu'en 84, c'est gonflé, si vous me permettez. 2004. Ou plutôt, c'est précurseur. Parce que... 2004, monsieur. Ah. En 2004. 2004. J'avais cru entendre 84. 2004. Bon, alors je retire. Parce qu'effectivement, en 84, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet. Et 2004, tout à fait, ça commence à se répandre. C'est pas encore, comment dire, en 2004, peu de gens ont accès à l'Internet. Ça commence. Les professionnels de santé, sans doute, mais les patients, non. Alors, bon, il fallait le faire, vous l'avez fait. Ce que je voulais dire également, vous avez évoqué les problèmes, tous les deux, les problèmes de sécurité des données. Bon, il y a le risque du piratage en français, hacking en anglais, mais il y a également le risque des pertes de données, le problème du stockage des données. Alors, où sont vos serveurs? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une copie, deux copies, trois copies? S'il arrive qu'il y ait du piratage et donc un blocage des transmissions, ok, mais les disques durs peuvent tomber en panne, tout simplement. Et conserver des données, alors il n'y a peut-être pas besoin de les conserver pendant 100 000 ans. On peut penser qu'au bout de 100 ans, ça suffit. Mais il faut pouvoir stocker de manière sécurisée, la moins dispendieuse possible en termes d'énergie, parce que les serveurs, ça coûte très cher et ça chauffe, et de manière inviolable. Alors, la solution serait peut-être l'ADN. C'est en train d'être expérimenté, mais l'ADN, vous savez, sur des disques de verre, je crois que ça fait partie des choses. Tout ça coûte cher. Aussi bien le stockage que la sécurité informatique en général, c'est-à-dire la résistance au piratage. C'est un problème d'argent et nos dirigeants
doivent prendre. Alors oui, ça coûte cher. Enfin, il y a des fonds d'État qui ont été mis, puisque si on veut développer le numérique, il faut évidemment dégager des fonds en matière de sécurité. Je veux quand même rappeler deux choses. La première, c'est que l'assurance maladie, comme les assurances complémentaires ou les mutuelles, héberge des données, notamment l'assurance maladie, dans le système national des données de santé depuis, enfin dans le SNIRAM et le PMSI, donc qui ont été réunis pour faire le système national des données de santé depuis des années. Ce sont des données surtout médico-administratives. Enfin, quand même, quand on sait les médicaments qui ont été délivrés et qu'on voit que ce sont des médicaments antidiabétiques, c'est pas la peine de dire que la personne, c'est une diabétique. Hein. Bon. De même que si on prend des médicaments contre la tension, c'est un hypertendu. Si on prend des anticoagulants, c'est qu'il y a un problème qui se passe sur le plan circulatoire. Assez facilement. Jamais, jusqu'à présent, touchons du bois si on est superstitieux, le système de l'assurance maladie n'a été hacké, piraté, donc il est bien sécurisé. Le dossier pharmaceutique qui existe depuis un peu plus récent que le DMP, qui est donc a aussi les données des médicaments délivrés par la pharmacie, même s'ils n'ont pas été remboursés par l'assurance maladie, le dossier pharmaceutique n'a jamais été hacké. Et l'ordre des pharmaciens, qui lui est à l'origine du dossier pharmaceutique, paie des hackers même pour essayer de pénétrer dans le système d'information, et ils n'y sont jamais parvenus. Donc je pense que c'est également possible en matière de données de santé, mais je vous rappelle ce que je disais tout à l'heure, que les failles humaines sont souvent la première cause des pénétrations dans les systèmes d'information. Et qu'il faut donc faire une formation vers les professionnels de santé, vers les établissements. Mais ça suppose, alors il y a la formation, mais il y a également les moyens techniques, et c'est un sujet majeur, parce que tant que les établissements seront attaqués, eh bien la confiance finalement des usagers ne sera pas très bonne, même s'ils n'en ont pas eux-mêmes finalement enfin, ils n'en ont pas supporté des conséquences maléfiques. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un problème majeur maintenant pour le déploiement du numérique en santé. Du numérique en général, d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que la santé qui est en cause. Non, il y a une question devant. Oui, Gérard Cornet, je suis gérontologue. J'enseigne toujours bénévolement à Paris-Sorbonne au DU de gérontologie. Et je suis membre éthique du projet Europe-Japon IVITA, donc membre consultatif d'éthique. Donc moi, j'ai trouvé vos exposés très intéressants, des questions très complètes, et je vous remercie. Mais alors, je me dis qu'il y a quand même, par rapport aux données d'abord, deux questions très différentes. Il y a l'anonymisation des données, qui permet, au fond, d'utiliser ces données comme bien commun de l'humanité. Et puis, il y a la personnalisation et l'accompagnement dans le soin et dans la prévention. Et ce n'est pas du tout, finalement, la même logique, ni les mêmes systèmes. Donc, on peut toujours parler de sécurité avec double clé, etc. Mais ça suppose d'abord une éducation des gens, et notamment du personnel soignant. Et quand vous avez des portables que vous communiquez vos données, eh bien, je suis désolé, elles partent n'importe où, et Google a 10 000 données personnelles sur vous. Donc, comment on peut échapper à tout ça sans éducation citoyenne? Et le problème, c'est vraiment à la base un problème d'éducation citoyenne et à la responsabilité citoyenne. Alors maintenant, la responsabilité citoyenne, et je m'adresse à la mutualité, elle passe par la prévention, une prévention beaucoup plus précoce. C'est ce qu'on essaye de faire dans le projet Europe-Japon IVITA, en comparant les approches de différentes cultures, mais c'est extrêmement difficile de respecter à la fois la liberté des gens, le consentement est bien éclairé, parce que quand vous allez, je suis désolé, sur un site internet, c'est pas toujours facile et il y a des pièges pour vous obliger à accepter le consentement. Donc, c'est pas facile. En plus,
les algorithmes, quand vous utilisez des émotions, c'est extrêmement compliqué. Donc les algorithmes qu'on utilise, la vraie intelligence artificielle, pas les algorithmes qu'on utilise avec des couches simples, on ne comprend pas comment ils arrivent au résultat. Donc tout le problème des biais, c'est d'abord dans les données qu'on offre à ça. Et alors, sur les données des mutuelles, moi je me suis battu souvent avec des mutuelles sur le programme de prévention. On ne peut pas dire, peut-être qu'il y a des obstacles, mais on ne peut pas dire qu'il soit efficace, efficient, et qu'il donne dans la durée des garanties d'efficacité aux gens. Et ça, c'est dû à différentes raisons. C'est sur les gens en bonne santé, c'est un modèle très différent des gens qui ont une pathologie. Et les gens qui sont en bonne santé, ils n'aiment pas qu'on les enquiquine. Ils se sentent responsables de leur santé, même s'ils assument mal leurs responsabilités. Et les gens qui ont quand même une pathologie beaucoup plus médicalement constatée, c'est pas du tout le même modèle. Ils se sentent beaucoup plus responsables. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez passer d'un domaine de prévention précoce à un domaine de prévention des gens qui sont fragiles, comme les chutes, etc. C'est pas le même problème. C'est pas le même problème. Le problème de notre société, c'est qu'elle a un modèle axé sur le curatif et qui n'est pas équilibré par rapport au préventif. Et si on ne fait pas ça, et si on ne fait pas ça par une éducation citoyenne, on n'arrivera jamais à un bon système de santé. Et les gens des pays du Nord, ils ont une éducation plus citoyenne, ils sont plus responsables. Donc on a un problème en France d'éducation citoyenne à la santé, et qui est fondamental. Vous n'y arriverez pas si vous n'avez pas une éducation citoyenne à la santé. Et quand je discute, par exemple, avec des jeunes filles, et même avec mes petites filles qui fument, c'est impossible de leur faire comprendre qu'elles se mettent en danger. Alors je leur dis qu'elles vont devenir moches. Alors et qu'il faut qu'elles gardent leur beauté. Alors ça les perturbe un peu, mais ça les empêche pas de continuer à fumer. Elles se comprennent pas qu'elles se font piéger et que ça coûte très cher. Et quand je vois dans les bureaux de tabac le tabac tue et qu'on continue à vendre aux mineurs sans contrôle, oui, et qu'il y a tout un lobby du tabac international, je me dis, mais on a combien de morts par le tabac par an? 100 000 environ, 80 à 100 000. Bon, est-ce qu'on n'a pas une organisation, finalement, par les lobbies qui devient criminelle? Donc, c'est un problème de citoyenneté. Bon, donc, avant de laisser répondre Eric, puisqu'il a été interpellé, moi, je vais faire ma page de pub, puisque nous sommes en train, en ce moment, de travailler effectivement sur un avis qui sera en séance plénière le 12 avril sur la prévention de la perte d'autonomie. Et je peux vous dire que dans les travaux que nous avons faits et les auditions que nous avons travaillé longuement, personne n'a envie de se projeter dans un avenir à 10, 15, 20 ans. Et même moi qui sais que mon avenir est fini, je n'ai pas envie non plus de m'y projeter. Donc, c'est complexe. En plus, on se rend compte que jusqu'à présent, les politiques de prévention, les politiques publiques en matière de prévention n'ont pas été la priorité, loin de là. Parce que c'est des politiques à court terme jusqu'à présent. Et si on se met à faire des programmes tels qu'il les faudrait, les effets, ils seront dans 10 ou 20 ans, dans plusieurs décennies. Là aussi, il y a des besoins de prise de conscience, de responsabilité qui doivent être entendus partout. Mais moi, ce qui est, vous avez, Eric va répondre, il y a la mutualité, mais il y en a bien d'autres. Il y a une telle multitude d'acteurs en matière de prévention de la perte d'autonomie, que déjà, si on commençait à regarder au milieu de tout ce maquis, de savoir qu'est-ce qui serait le plus urgent à pousser, ça serait déjà une bonne chose.
C'est mon avis. Oui, vous l'avez dit, monsieur. Il y a deux. Je l'ai dit dans mon exposé. Vous y êtes revenu à juste titre. Il y a deux sujets sur les données. Il y a tout ce qui est en approche populationnelle, anonymisée, pseudonymisée, etc., qui vont nous permettre collectivement d'améliorer un certain nombre de choses. Et là, on doit bien davantage qu'on ne le fait aujourd'hui ouvrir les possibilités d'accès aux données pour faciliter la recherche, faciliter l'action publique, l'orientation des politiques publiques, qu'elles soient locales ou qu'elles soient nationales. C'est absolument essentiel. Si on veut, prendre ce virage préventif dont on nous parle, si on veut conforter de manière efficace la prévention primaire, la promotion de la santé de manière ciblée vers les populations, etc., c'est absolument essentiel. Après, dans l'orientation de manière personnalisée, où là, on est sur de l'utilisation de la donnée personnelle, individuelle de la personne, parce que je couvre Martine Vigneault, je vais lui proposer un programme spécifique, adapté à sa situation de santé, à son âge, etc., bien évidemment avec son consentement, etc. Et là, on va être beaucoup plus sur des programmes de prévention secondaire, voire tertiaire, en cas de survenance de pathologie. Et c'est là où l'assurance maladie, les complémentaires santé, mutuelles en premier lieu, on a un rôle à jouer, et c'est là aussi où il faut que le cadre réglementaire, législatif, réglementaire, soit adapté pour favoriser ces éléments-là. On a besoin davantage d'évaluation médico-économique, mais si on veut endiguer l'augmentation exponentielle des pathologies chroniques, il n'y a que comme cela qu'on pourra avancer et permettre à ce que, en accompagnant la transition démographique, le vieillissement de la population, etc., on regarde un système et solidaire et soutenable. Bien, monsieur, c'est la dernière question. On va essayer de terminer pour 20 heures. Je vais être bref. N'est-ce pas, monsieur Aquignon? Jean-Joseph Pachery, je préside un établissement hospitalier du groupement Yvelines Sud. Et c'est donc un aval du centre hospitalier de Versailles qui a été très récemment hacké, lui aussi. Voilà. C'est une remarque par rapport à votre interrogation. Il y a un logiciel qui s'appelle Via Trajectoire et qui est merveilleux parce que entre l'établissement hospitalier et les établissements d'aval, comme le mien ou celui auquel Jean-Pierre présidait il n'y a pas très longtemps, on a toutes les informations médicales, on a tout le dossier sous forme numérique et la transmission se fait de manière transparente entre les professionnels de l'amont et de l'aval. Le DMP peut-être améliorera-t-il, j'en suis pas sûr, au niveau, j'allais dire, des professionnels d'établissement. Une autre petite remarque concernant le médico-social. Nos usagers, a priori plutôt personnes âgées pour ce qui me concerne, n'ont absolument aucune idée, de par la dématérialisation des ordonnances, ainsi que des feuilles de consultation, n'ont absolument aucune idée de ce que coûte leur santé chez le médecin, chez le radiologue, au labo, chez le pharmacien. Et ça rejoint la question que j'ai entendue 2 fois sur la citoyenneté. Aujourd'hui, j'ai un droit, moi, Français, j'ai un droit à dépenser. J'ai un droit à dépenser sans compter. J'ai un droit de tirage spécial, c'est ça, hein, le terme. Hein. Et puis, de toute façon, la mutuelle paiera. Hein. Enfin, c'est le générique pour la complémentaire santé. Donc voilà, enfin, c'est 2 petites remarques. Et je parlais en établissement pour nos usagers, mais attention, le citoyen lambda, qui est aussi à la maison, il ne consulte pas plus sur son site Amélie que sur son site de complémentaire santé.
ce que ça lui a coûté chaque mois ou ce qu'il a coûté à la collectivité chaque mois. Voilà, donc c'est la grande réserve que moi je fais de mon côté, la déresponsabilisation du consommateur de santé. Là, je pense que votre intervention, elle est plus de nature politique et modèle de protection sociale et la formation du citoyen que sur le numérique en lui-même, parce que je pense, sauf sur la première partie, je pense que le citoyen peut être déresponsabilisé. Certains ont dit que, effectivement, le tiers payant au niveau des pharmacies, c'est que finalement tout ça ne coûtait rien. Peut-être que pour autant, mais je laisserai Eric Chenu répondre, faut-il pas, c'est pas pour ça qu'il faut changer le système de protection sociale. Il faut peut-être envisager, alors on a dit au niveau de la prévention, j'ai entendu ça cet après-midi parce que j'intervenais à une autre table ronde, quelqu'un qui disait une personne qui ne suit pas un programme de prévention, s'il est adapté, enfin quelque chose de scientifiquement établi, devrait être pénalisée, comme après tout, c'est l'exemple qu'elle a pris, comme les bonus-malus quand on a les assurances voitures. Mais ce sujet-là, c'est éminemment un problème social et un problème éminemment politique de système de protection sociale. Je pense qu'en France, à titre personnel, je pense qu'en France, on a la chance de s'identifier dans le système de soins avec sa carte vitale, alors qu'aux États-Unis, on s'identifie dans le système de soins avec sa carte bancaire. Donc il faut choisir. Quant aux praticiens hospitaliers, le DMP, en dehors des services d'urgence, je pense qu'il faut aussi actuellement, enfin on l'a dit très souvent, il faut briser les murs, il faut faire un hôpital hors les murs. C'est-à-dire d'associer la médecine qu'on appelle de ville, la médecine ambulatoire, avec l'hospitalisation. Et le numérique peut contribuer à des échanges fluides d'informations entre le secteur hospitalier et le secteur médico-social, d'ailleurs, et le secteur ambulatoire. Donc c'est ça l'objet du DMP, qui correspond à autre chose que la messagerie. Parce que si les établissements envoient un mail sécurisé au médecin qui a fait admettre le patient à l'hôpital ou à la clinique d'ailleurs, généralement ce patient, pour se faire opérer, admettons, il va quitter l'hôpital ou la clinique un vendredi pour rentrer chez lui parce que c'est le week-end. Mais ce week-end-là, le médecin qui l'a envoyé à l'hôpital, il ne travaille pas. Donc qu'ils reçoivent un mail, ça ne sert pas à grand-chose dans l'immédiat. Alors qu'on va demander au patient, on va appeler le médecin traitant, on va appeler une infirmière parce qu'il s'est fait opérer, le drain coule encore, et l'infirmière ou l'infirmier va demander au patient, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Oh, vous savez, je ne sais pas trop, parce que là-bas, ils ne disent pas trop, parce que c'est vrai, il y a le jargon médical aussi, qui fait que le patient n'a pas compris. Et c'est un problème important, un problème très important. Et on ne peut pas lui refuser d'avoir pas compris. Moi, quand j'emmène ma voiture au garage, je fais confiance au garagiste et il me dit « Oh là, j'ai fait changer de ceci ». Ça ne m'intéresse pas, je veux dire, à la limite. Donc, le DMP, lui, va permettre, en fait, au professionnel qui va arriver pour la prise en charge du patient, d'avoir les éléments, encore faut-il qu'ils y soient versés, mais d'avoir les éléments du compte-rendu opératoire, etc., dans le DMP. Il ne faut pas regarder que les médecins hospitaliers. Et juste en deux mots, pour être très rapide, oui, aujourd'hui, il y a un vrai sujet. Une partie des assurés sociaux minoritaires, quand même, se comportent comme des consommateurs, c'est-à-dire ne font plus le lien entre les cotisations sociales payées et les solidarités, les protections mises en œuvre. Il y a des champs d'activité dans le système de santé où il y a eu un dévoiement à l'aune de marketing, etc. On le voit, quand on vous propose 2 paires de lunettes, la deuxième à 1 €, ça veut dire que le prix de la première, il n'est pas au bon prix. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc voilà, ça c'est des trucs où les pouvoirs publics n'ont pas bloqué en disant non, ça c'est pas possible, c'est pas sain, c'est des biens médicaux, on peut pas faire ce genre de choses, etc.
On a probablement des choses à remettre en cause, à re-questionner avec les professionnels de ces métiers-là, parce qu'il y a eu des évolutions, il y a eu des dérives, moi je pense, sur ces sujets-là, pour redonner du sens. Et après, je vous rejoins complètement. Je suis un grand défenseur du tiers payant parce que c'est un levier essentiel pour que des gens ne renoncent pas. Mais un des inconvénients du tiers payant, c'est qu'aujourd'hui, plus grand monde sait combien coûte une boîte de médicaments. Plus grand monde sait, quand on va faire un IRM, un scanner, je ne sais pas quoi, combien ça coûte. Il y a des gens qui ont découvert, c'était dramatique, combien ça coûtait un séjour en réa, parce qu'ils n'avaient pas forcément les couvertures complémentaires qui permettaient... voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, parce que quand on n'a plus la conscience de ce que ça coûte, on a l'illusion de la gratuité, et ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Et ça, c'est un vrai sujet en termes de déresponsabilisation. C'est pour ça que j'ai dit il n'y a pas très longtemps, quand on a annoncé dans le dernier projet de loi de finances de la Sécu qu'il y aurait des rendez-vous prévention gratuits, j'ai dit faites attention à la terminologie, ils ne sont pas gratuits, il n'y aura pas d'avance de frais, etc., mais ils ne seront pas gratuits. Ça a un coût, il y a des professionnels derrière qui mettent de leur temps, de leur expertise, de leur diagnostic, etc., et puis il faudra les financer. Donc ça, c'est un sujet essentiel que nous avons à reconquérir de citoyenneté sociale pour, sans culpabiliser celles et ceux qui malheureusement sont malades et où les dépenses de santé sont très importantes, mais redonner du sens à cette solidarité. Parce que si on n'y prend pas garde, à un moment donné, on va de plus en plus voir se déliter ce lien d'attachement de nos concitoyens avec notre système de protection sociale, où ils verront de temps en temps combien ça coûte, mais oublieront totalement tout ce que ça leur apporte en termes de protection, en termes de capacité à s'extraire de l'aléa, de l'accident de la vie, du pépin de santé. Et c'est quand même une des créations les plus formidables pour notre émancipation individuelle et collective. Et je pense qu'on a tous intérêt à protéger la protection sociale telle qu'on la connaît et même à la renforcer. Donc je pense que la citoyenneté sociale, elle participe de ça. Et là aussi, interroger la gouvernance des données par plus de démocratie en santé, par le fait d'associer la population à la détermination des objectifs de santé publique, etc., ça peut aussi participer de cette responsabilisation individuelle et collective. Merci beaucoup. Je vous avais dit qu'on n'épuiserait pas le sujet. Donc, c'est évident, mais je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Moi, ce que je retiens, c'est que, oui, les données en santé sont indispensables. Que leur utilisation doit être mise au service de l'amélioration des choses. 3, qu'elles doivent être utilisées non pas à des fins marketing, etc., mais bien à des fins de cohésion. Et je pense que j'espère qu'on vous a donné envie d'aller voir le DMD. Voilà. Donc, pour ce soir, on va en terminer là. On va s'arrêter là, même si vous pouvez continuer dans les couloirs. C'est au mois de mars, Monsieur Aquino, que nous avons... Le 28 mars. Le 28 mars. Relations intergénérationnelles. Voilà. Donc, c'est... Prochain sujet. C'est le prochain sujet. Et donc... au mois de mars et ensuite au mois de mai, et c'est un sujet aussi qui parlera des discriminations. Donc on a décidé peut-être de faire en 2 soirées, en 2 étapes, un sujet sous multiples facettes. Donc voilà, merci à vous pour cette soirée.
et à très bientôt, au plus tard au mois de mars.